Top, je suis une entreprise chinoise de commerce en ligne et de cloud computing et de services numériques. Je suis coté à la bourse de Hong Kong. Je suis fondé en 1999 par Jack Ma. Je suis présent dans plus de 190 pays et régions. Je compte plus de 250 000 employés dans le monde. Je suis le leader du marché chinois de l'e-commerce avec une part de marché de près de 50%. Je propose une large gamme de produits et de services, notamment des vêtements, des électroniques, de la nourriture, des voyages et des services financiers. Je suis également un leader du marché du cloud computing en Chine. Je propose une gamme complète de services de cloud, notamment du stockage, du calcul, des réseaux et de l'intelligence artificielle. Je suis une entreprise diversifiée avec un portefeuille d'activités qui comprend également des services de paiement, du marketing numérique, de la logistique et de l'analyse de données. Je suis une entreprise solide avec de belles perspectives de croissance. Cependant, je suis confronté à certains risques, notamment la volatilité du marché boursier chinois et les tensions politiques entre la Chine et les États-Unis. Je suis. Oui, oui, ah oui, oui. Ah oui, 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 oui. Alors, après cette petite entrée en matière pour vous présenter Alibaba, je vais vous présenter plus en détail le cœur du business de l'entreprise. C'est important de bien comprendre comment ça fonctionne parce que vous verrez par la suite qu'avec le 1.6N, bien connaître les entreprises qui composent Alibaba prend toute son importance. On va voir la partie e-commerce. Ça représente à peu près, on va dire, 60% du business d'Alibaba avec Taobao et Tmall. Freshippo qui sont des magasins. Alibaba Health, c'est la pharmacie. 1688, c'est pour les grossistes. Idlefish, c'est le bon coin, grosso modo. Ça, c'est la partie e-commerce en Chine. Alors ensuite vous avez la partie e-commerce international avec le plus connu chez nous c'est AliExpress et des sites qui sont dédiés à certaines parties du monde, notamment Lazada qui opère en Asie du Sud-Est et donc Alibaba.com pour les ventes en gros. La structure e-commerce globale, qu'elle soit ou externe, s'appuie sur Kenyao qui est l'outil logistique de Alibaba qui fait de la livraison en 48 heures en Chine et de la livraison en 72 heures à l'international. Ensuite, vous avez le Local Consumer Service, donc avec AMAP, L.me qui est le service de livraison à domicile, Taoqianda qui est un service d'intégration offline et online des solutions Alibaba, donc pour un magasin qui va se digitaliser, et Fliggy qui est la partie voyage. Donc le Digital Entertainment et Média, donc avec Yoku qui est une sorte de YouTube, Alibaba Picture qui fait des films, Lixi Game qui fait des jeux vidéo, Damai qui est la partie de tickets en ligne, de billetterie en ligne. Donc ici c'est la partie innovation, recherche et développement, partenariat avec les universités. Et donc la partie logistique sur laquelle s'appuie le e-commerce, la partie cloud sur laquelle se déploient tous les business de Alibaba. Taobao et Tmall qui ont une plus grande encore pénétration du marché chinois, donc qui continuent à croître au niveau des utilisateurs journaliers. Donc ça veut dire que Taobao et Tmall gagnent des parts de marché, donc le nombre d'utilisateurs uniques augmente pour Taobao, et donc que sa position de leader est encore plus renforcée. Une donnée qui nous est donnée par Alidzilla. Donc le total des vols domestiques en Chine en 2023 sur le premier semestre 2023. Alors c'est mesuré en tonnes kilomètres et donc c'est passé à 74 millions de tonnes kilomètres. Sachant qu'en 2022 on était à 34. On a un trafic qui a doublé. Cette donnée nous montre que le consommateur est revenu, qu'il y a eu une forte reprise sur le voyage, sur les visites dans la vraie vie, en offline. La plateforme de vente de voyage a eu un revenu qui a explosé. Tout ce qui est le online ticketing, pareil, a vu une demande qui a explosé aussi. Vu qu'on a vu que Alibaba était une entreprise qui était très centrée sur la Chine et qu'on voit que la reprise, que son chiffre d'affaires augmente sur énormément de segments, ça peut être une sorte de proxy pour évaluer la reprise de l'économie en Chine. En tout cas, de la demande intérieure. Alibaba, dernièrement, a annoncé qu'il y aurait des spin-offs, c'est-à-dire qu'on allait découper l'entreprise en plusieurs entités qui vont s'organiser selon un découpage particulier. Donc on va avoir Alibaba qui va chapeauter 6 parties, donc le Taobao Tmall Business Group, le Global Digital, le Cloud Intelligence Group, Kenyao, donc ça c'est la logistique, Local Service Group et Digital Media Entertainment. Bien sûr, Alibaba Holding gardera le contrôle sur toutes ses succursales et par ailleurs, il détient 33% de Ant Group. L'entreprise Alibaba donc va découper ses activités et certaines de ces activités vont être financées et rentrer dans des IPO, donc vont être introduites en bourse, probablement à la bourse de Hong Kong. Pourquoi cette décision a été prise ?
L'objectif d'Alibaba était de répondre à un besoin de réactivité, de se spécialiser sur chaque domaine d'activité et d'aller chercher de la croissance dans de nouvelles synergies et libérer l'innovation. Donc ça, c'est la transcription de la FAQ qui a été faite suite à l'annonce du découpage. Grosso modo, depuis 24 ans, l'entreprise a évolué, son business model s'est transformé, et pour rechercher de nouvelles forces productives, de création de valeur, effectivement, ils ont fait le choix de faire une transformation organisationnelle. Aujourd'hui, Alibaba a tellement grossi, est devenu tellement large et tellement complexe que vous allez avoir des business qui sont très très différents les uns des autres, qui n'ont pas les mêmes enjeux, qui n'ont pas les mêmes leviers de croissance. Cette réorganisation va permettre d'être plus agile et de mieux se spécialiser dans les domaines d'activité. Et surtout, c'est un challenge intéressant, et donc un challenge de survie, et donc ces entités qui vont devenir indépendantes vont devoir aller chercher de la croissance par elles-mêmes. Alors, concernant l'opportunité de cette création, donc effectivement, c'est de l'incentive pour le management, une augmentation de l'implication, parce que forcément, quand vous êtes directeur d'une petite antenne, d'un méga groupe, par rapport à être CEO d'une entreprise indépendante qui appartient à un groupe, c'est différent. Donc, va y avoir des moyens de mieux rémunérer le management. Par ailleurs, ça va permettre d'aller chercher, effectivement, comme on l'a dit, de la croissance, de chercher de nouvelles synergies et de libérer de l'innovation. Mais tout de même, rester sous la même bannière vont permettre de conserver les synergies existantes et notamment et surtout les économies d'échelle. Je me suis aussi basé sur une vidéo de Morningstar Hong Kong et Singapour qui ont fait une vidéo sur la restructuration de Alibaba. Je vous invite à la regarder, elle est vraiment très très bien. Alibaba va vendre ses business les moins stratégiques, notamment les investissements dans lesquels ils sont minoritaires. Et après la restructuration, ils vont avoir plus de facilité à créer du dividende ou par exemple à faire du rachat d'actions. Leur objectif étant, toutes les unités de business vont devenir des entreprises indépendantes. Certaines vont aller en IPO. Donc d'une certaine manière, ça va augmenter la valeur pour les actionnaires. Leur commitment pour le rachat d'actions existantes n'a pas changé. Ils vont continuer à évaluer les buybacks, donc les rachats, périodiquement, selon le free cash flow généré. D'un point de vue actionnaire, qu'est-ce que j'entends? J'entends IPO, potentiellement des survalorisations et donc des retours sur investissement en tant qu'actionnaire. Et j'entends rachat d'actions et retour de valeur pour l'actionnaire. Donc forcément, en tant qu'actionnaire, je vois tout ça d'un bon oeil et je vois tout ça vraiment une bonne opportunité en tant qu'actionnaire de Alibaba. Pour mieux comprendre et pour aller plus en profondeur, là j'ai fait des captures d'écran de la chaîne de Adam Khoo, qui a fait une vidéo justement sur le spin-off de Alibaba. Et donc lui, il prend une analogie qui est intéressante et assez facile à comprendre. C'est le menu avec 5 produits pour 4 $ dans un seul menu. Et lui, il découpe en disant, voilà, vous avez le e-commerce, c'est le burger. La frite, vous avez AliCloud. Vous avez les Canayao, c'est le cookie. La boisson avec le Local Service Group. Le International Commerce, c'est les nuggets, et le Media Entertainment, c'est le truc à la pomme. Et donc, si vous prenez tout le menu, donc Alibaba, vous l'avez pour 4 €. Mais à la découpe, à la carte, c'est plus la même chanson. Taobao, réellement à la carte, il vaut 3 €. AliCloud, il en vaut 2. La boisson, elle en vaut 2. Le commerce international, il en vaut 2. Les médias et entertainment, ça en vaut 1,5. Et si on fait les comptes, on arrive à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11,5. Donc la découpe valorise à leur propre valeur chaque partie du menu. Et c'est ce qui se passe avec les 6 parties de Alibaba. Là, il a valorisé donc la partie logistique, et donc lui, il l'a valorisé à 7,72 $ US par action Alibaba. Si on est actionnaire sur Hong Kong, sur le marché hongkongais, on va avoir des actions. Si on est actionnaire sur le marché américain, on va avoir du cash. Mais grosso modo, voilà ce qui est évalué pour Alibaba. Pour Alibaba, vous allez avoir 7 € de cash à l'issue de l'IPO, de la logistique, sur un scénario plutôt neutre. En creusant, on se rend compte que Kenyao, c'est une entreprise de malade. C'est un savoir-faire de fou. Ils livrent partout dans le monde sur 170 pays en 72 heures. Et ils arrivent à livrer sur la Chine entière en 48 heures. Ok. Donc l'autre spin-off qui est très très intéressant, c'est la partie cloud. La partie cloud, Alibaba Cloud, qui est le 4e mondial. Il est évalué entre 40 et 80 milliards. Monsieur Adam Khoo est parti sur la valeur médiane et donc il a déduit 23,16 $ pour chaque action Alibaba. Et on va avoir le IPO de, par exemple, Fresh Hippo, qui est la marque de retail et de supermarché. La partie Fresh Hippo, qui actuellement est valorisée à 10 milliards, représenterait 3,86 $ US par
actions Alibaba. Donc si on fait les comptes rapidement, en enlevant les centimes, juste sur ces 3 IPO, vous allez avoir 34,50 $ en tant qu'actionnaire de Alibaba qui vont vous tomber dans la poche, sachant que votre action vaut actuellement 87 $. Si par exemple vous achetez une action Alibaba aujourd'hui, vous allez l'acheter 87 $. Et juste avec ces 3 IPO, vous allez gagner, enfin en tout cas, vous allez avoir 30 € qui va se détacher et qui va rentrer dans votre poche. Oh my God. Si par ailleurs vous avez des actions sur la bourse de Hong Kong, vous allez avoir ces actions de ces compagnies qui elles-mêmes vont vivre leur vie et vont avoir une valorisation. Le chiffre d'affaires global de Alibaba, c'est 250. Kenyao et le cloud, ça représente 45. Et allez, on va rajouter Freshippo, on va dire que c'est 10 000. Donc ça représente donc 24% du chiffre d'affaires. Si on met en face 88,7, l'achat de votre action Alibaba, et les 34 $ que vous allez recevoir de ces IPO, ces 34 $ représentent 38,33%. Donc déjà dans l'opération, les 24% de chiffre d'affaires de Alibaba, ils sont valorisés déjà 38% de la valeur de l'action. C'est-à-dire que vous gagnez déjà de l'argent sur cette partie-là. Et on en revient à notre analogie sur le menu, où effectivement, sur le AliCloud et sur le Keynao et sur petite partie Freshippo, là on va dire le cheddar, boum, vous avez déjà gagné un tiers de votre action. Un tiers du prix de votre action. Sachant que Alibaba Holding restera actionnaire majoritaire de ces spin-offs. Donc là, vous voyez le gain financier que vous pouvez générer passivement juste en achetant du Alibaba. Attention, actuellement, la tendance économique au niveau de la Chine était tellement mauvaise, la tendance surtout des marchés était tellement mauvaise que l'IPO de Freshippo a été repoussé en attendant de meilleurs auspices. On a vu que avec ARM qu'il y a une appétence des marchés pour les IPO et pour aller chercher de la valeur. Je ne doute pas que si d'aventure et ça va forcément arriver, c'est dans les tuyaux que l'IPO de Keynao et du cloud, qui sont vraiment des joyaux, là vont faire des IPO de malade. Pour revenir aux résultats qui ont été publiés pour le mois de juin 2023, on a une augmentation globale du revenu de 14%. La partie internationale qui se porte particulièrement avec plus 41%. La partie interne qui se reprend bien avec un plus 12%. Donc sur une année glissante, on a un EBITDA qui s'apprécie énormément. Et un free cash flow, si on fait une cote vraiment mal taillée, qui quasiment double. Donc voilà, c'est très encourageant, c'est de très très bons résultats. On a eu un mouvement dernièrement, c'est la mise en retrait de Daniel Zhang, qui a choisi de se mettre en retrait de son poste de directeur du cloud. Alors théoriquement, il ne va pas se mettre complètement en retrait, il va avoir 1 milliard dans un fonds technologique que Zhang va monter, qui va avoir pour mission de faire de la croissance sur de la technologie. Qu'est-ce qui a changé dans la gouvernance d'Alibaba? Vous avez 2 personnes qui sont passées à la tête de l'entreprise. Vous avez Joe Tsai et Eddie Wu. Joe Tsai, c'est un financier qui bien sûr fait partie de l'entreprise depuis le début, fait partie de l'équipe fondatrice qui a fondé Alibaba autour de Jack Ma. Il a été le boss de la partie financière et il a été aussi le boss de la partie logistique. Board member de Taobao et Tmall. Mais avant 99, il a été investisseur à Hong Kong pour un fonds d'investissement suédois. Par ailleurs, avant, il a travaillé dans une entreprise qui gérait des fusions-acquisitions à New York, où il était associate. Il a fait des études à Yale, il a un doctorat de droit et il a fait des études d'économie. Il a vraiment une appétence pour les États-Unis, il a été formé en partie aux États-Unis. Donc on a vraiment ce côté business. Well known and well liked on Wall Street, and always with a ready smile, is Joe Tsai ready to take on perhaps his biggest challenge to date? In sports terms, the clock is ticking. On a une personne qui va pouvoir un peu tirer le meilleur des deux mondes. Au titre de ses faits d'armes, c'est lui qui s'occupait de l'introduction en bourse de Alibaba à New York et qui fut en son temps la plus grande introduction en bourse du monde. Eddie Wu, qu'on présente comme le futur, comme l'héritier de Jack Ma, fait partie de l'entreprise depuis 1999 et lui il a vraiment le profil technologique. Cette crise de gouvernance elle est atténuée par le fait qu'il y a vraiment une certaine stabilité au niveau du board et au fait aussi que Zhang ne se retire pas complètement. C'est pas du tout quelles sont les proportions du drama, s'il y a eu drama, parce qu'effectivement Zhang avait pris ses fonctions il y a quand même très peu de temps dans la partie cloud et le fait qu'il s'en retire, c'est quand même pas
tout à fait bon signe. Et d'ailleurs, les marchés n'ont pas forcément apprécié la nouvelle. Le paquebot Alibaba, dirigé par deux excellents capitaines qui connaissent très très bien la boîte et qui ont des compétences qui sont très complémentaires. Et on peut faire confiance à Joe Tsai pour mener à bien la partie découpe de l'entreprise et la partie IPO. C'est une bête à ce niveau-là. Alibaba, c'est du e-commerce à 70% sur le chiffre d'affaires et d'autres parties qui sont presque équipondérées avec donc le cloud, l'international. Voilà, notez quand même que la partie internationale, ça représente quasiment rien du tout pour Alibaba. Il y a vraiment des marges qui sont exceptionnelles pour le développement futur de cette partie. La partie internationale a un terrain de jeu énorme avec par exemple l'Inde, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Europe et les États-Unis. Il y a forcément un marché. Les consommateurs vont aller chercher du prix et par exemple entre Alibaba et Amazon, vous allez avoir quasiment des produits similaires pour des prix certains moments jusqu'à 10, 15, 20% moins cher. Les 6 différentes divisions de Alibaba. Donc vu sous cet angle, vous avez quand même un revenu qui a été multiplié par 43 en 10 ans jusqu'en 2022. Et par ailleurs, si vous regardez la dynamique boursière, elle est complètement décorrélée de cette croissance du revenu. C'est assez rigolo de voir ça. Donc vous avez le e-commerce qui est le socle de l'entreprise, la partie cloud qui est la partie sur laquelle se déploie l'entreprise, le commerce international qui est la partie de croissance de l'entreprise, le Chinese e-commerce va croître aussi, mais il y a beaucoup de concurrence, il y a vraiment beaucoup de concurrence entre JD et PDD, et ensuite vous avez le local consumer service, les médias qui sont des parties effectivement qui vont continuer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'intérieur de tout ça, vous avez beaucoup d'utilisateurs, vous avez des millions et des milliards de pages qui sont vues. Ces pages-là, elles représentent aussi du marketing et de la publicité en ligne. Donc voilà ce qu'il fallait retenir de ces deux graphes sur le slide. Selon AlphaSpread, on a deux calculs de la valeur de l'action Alibaba, la recherche sur la valeur intrinsèque de l'entreprise et la valeur en DCF. On est entre 135 $ et 115 $ sur un scénario de base. Si on prend le mauvais scénario, on va descendre à entre 80 et 90 $. Si on prend le très très bon scénario, là on va aller plutôt vers 200-250 $. On va se cantonner, on va dire, à un scénario moyen. Le scénario moyen dit que l'action est sous-évaluée d'au moins 35% sur la calcul de la valeur intrinsèque et de au moins 24% avec le calcul par DCF. Sur la gauche, vous avez tous les points clés de l'entreprise, avec donc la partie valeur, la partie des free cash flow, de la croissance du profit, ça c'est l'utilisation du capital, et la partie solvabilité. Les fondamentaux nous montrent que le revenu va continuer à croître. On a quand même une performance sur 7 ans de 694%. Sur le operating income, on a deux belles performances avec un plus 19% qui marque vraiment ce côté recovery, remise en marche dans la tendance. Pareil avec le net income, c'est pareil, vous voyez, c'est encore plus marqué. Vous avez eu cette croissance qui était inarrêtable, puis la crise Covid qui a marqué un creux, et là, on voit la recovery qui est en train de repartir dans le bon sens. Les operating cash flow qui continuent d'augmenter, qui ont une baisse de leur croissance, mais qui là sont vraiment dans la tendance de la courbe. Et le free cash flow, de la même manière, on voit que cette année, plus 48%, c'est énorme. Et sur 5 ans et sur 3 ans, voilà. Pour le coup, l'analyse fondamentale, la solidité de l'entreprise est juste phénoménale. Sans parler de la trésorerie. La trésorerie, c'est un truc de malade. Alors, on va parler de l'efficience de l'utilisation du capital. Donc, effectivement, là, pour le coup, c'est une autre musique. On a une entreprise qui a une tendance qui est plutôt à la baisse sur chacun des indicateurs. Malgré une petite virgule là sur la fin, si vous voyez sur chaque indicateur, on voit que la tendance est au redressement même si on est quand même sur des tendances qui s'affaiblissent, on n'est pas sur des indicateurs qui sont affreux. C'est pas génial, mais c'est pas affreux du tout. Et là, va continuer. C'est une entreprise qui va continuer à croître à l'international, avec les classes moyennes chinoises qui vont continuer d'arriver. Mais on arrive à une certaine maturité de l'entreprise. Voilà, il faut quand même avoir ça à l'esprit. Il faut avoir à l'esprit que la tendance
plus à la maturité qu'à la croissance, même si le découpage et les IPO vont donner un coup de fouet à l'entreprise. Effectivement, je pense que faire un changement de politique, ça va permettre d'influer positivement sur l'efficacité. Alors, les analystes de Wall Street, nos amis les analystes qui forcément font des prévisions, qui sont, comme c'est l'usage d'en parler, à prendre avec des pincettes, mais ça donne quand même une indication. Sur un an, on a des target price qui sont dans un scénario très mauvais, moyen et haut, qui, quoi qu'il arrive, nous font gagner de l'argent. Dans chaque scénario sur cette année, sur une année complète, donc à partir de septembre 2023 jusqu'à septembre 2024, théoriquement, on va gagner de l'argent avec Baba. Alors, c'est pas l'évangile, hein. Ce ne sont pas des prévisions qui sont sûres à 100%, mais ça peut donner une indication, ça peut aussi rassurer pour les personnes qui détiennent du Alibaba. Millions of small business and create millions of jobs. Small is powerful. Small is beautiful. Thank you very much. Donc, là, on est sur le site Edgefollow, donc là, sur en tout cas sur ce semestre pour Alibaba. Alors, pour Alibaba, on a, de toute façon, on a bien vu la valeur, on a bien vu ce qui est arrivé à la valeur. Chute à l'arrière du peloton. Globalement, les fonds d'investissement sont plutôt négatifs sur la valeur. Hein. Donc on a eu le fait que Charlie Munger soit actionnaire de Alibaba n'est pas un argument. Parce que dans une interview, il a dit que Alibaba était une de ses plus grosses erreurs d'investissement qu'il ait jamais faites. Effectivement, il a un PRU de 172. I regard Alibaba as one of the worst mistakes I ever made. L'action actuellement elle est à 88, donc le temps qu'elle remonte, va falloir attendre un certain temps. Mais sincèrement, si le scénario est bon, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas sortir de cette value trap. En revanche, on a des fonds qui sont plutôt bullish hein, sur le dossier. On a le fonds, le 3G Capital Partner. Il y a le Appaloosa. Alors eux ils viennent de rentrer, mais ils sont rentrés façon bullish quoi. Ils ont pris 6,9% de leur portefeuille qui est passé sur du Alibaba. Pas mal d'entrées, on a eu beaucoup d'entrées à 90-92. Enfin, nous on avait un point d'entrée, on a un point d'entrée actuel qui est entre 88 et 90, donc ça paraît à un prix d'achat qui est complètement raisonnable. L'action Alibaba, sur la droite de régression Ibu. L'action Alibaba a été introduite en 2014 et à l'époque elle a été introduite à 88,7. De 2015 à 2023, l'entreprise vaut toujours 88,7. On n'a pas, je dirais, assez de recul sur cette droite de régression pour se rendre compte de la valeur de l'entreprise. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sous-valorisé, qu'on a une performance, alors effectivement c'est à prendre avec des pincettes, mais grosso modo on a une performance, la droite de régression nous indique que la valeur médiane est à 160 $. Certains vont dire, moi j'attends que ça se fasse massacrer et je vais acheter à 70. Parce que j'anticipe, moi, une crise qui sera plus profonde, et donc du coup le titre va continuer à se faire massacrer. On peut partir sur un point d'entrée à 73, et là dans ces cas-là, effectivement, si on arrive à atteindre un 73, le deal est beau, parce que avec toutes les découpes qu'il va y avoir. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les découpes, les spin-offs, là, ils arrivent cette année. Va y avoir des IPO sur probablement la fin d'année ou début de l'année 2024, et donc à ce moment-là, les actionnaires d'Alibaba, ceux qui sont déjà positionnés sur la valeur, ils vont avoir des pépettes. Et les actionnaires de Alibaba sur la place de Hong Kong, eux auront des actions. J'avais déjà un PRU qui était environ à 88, et donc du coup voilà, je me suis renforcé. C'est une valeur que j'aime bien, je pense que c'est une valeur qui est très très costaud, très résiliente, avec un positionnement sur le marché chinois qui est important. Finalement, avec un moat aussi qui est important, le e-commerce
global, ça ne s'improvise pas. Ah, donc moi je suis positif sur cette valeur. Bien entendu, ça ne représente pas un conseil d'investissement. Je vais continuer mon arc sur la Chine et je vais faire une vidéo sur quelques arguments en faveur de l'investissement en Chine. Alors je suis ni chinois ni communiste, mais sur le web, il y a déjà, et notamment sur YouTube, et notamment dans le YouTube français, il y a énormément d'influenceurs qui ne veulent pas investir en Chine, pour différentes raisons, qui sont tout à fait valables, mais je pense que pour respecter la pluralité du débat, il faut avoir des voix un petit peu dissonantes, qui donnent des perspectives différentes pour pouvoir faire des choix. C'est-à-dire que effectivement, les risques sont bien présents, il y a des risques, il y a le delisting, il y a Taïwan, il y a le régulateur chinois, donc avec le CCP, il y a la crise de l'immobilier qui pourrait s'étendre aux banques et qui pourrait faire une boule de neige, une avalanche même, sans aller dans des scénarios à la Nostradamus. On peut comprendre qu'il y a des risques, mais il y a aussi d'énormes opportunités. Mais là, les entreprises que je vous ai présentées, c'est pas la petite PME, la petite small cap, qui est très spécifique au fin fond du Taklamakan. Non, c'est des entreprises mondiales qui certes opèrent en grande partie sur le marché chinois, mais qui sont des géants mondiaux avec des capacités phénoménales, avec des trésoreries énormes. Si vous achetez l'entreprise et que vous mettez en relation votre achat et la trésorerie, voilà, vous êtes déjà refait, quoi. Donc il y a vraiment des entreprises qui sont très chouettes. I think leaders have to be in a problem-solving mode. Stabilize the environment, stabilize the troops if you're managing people, and then get into problem-solving mode very, very quickly. And when you try to solve problems, you tend to unite people, because then they say, okay, our enemy is not this group of people, that group of people. Our enemy is the problem itself. So let's unite and try to solve the problem.